montre-moi ce que la recherche dit. Et la recherche dit, qu'est-ce qu'elle dit, la littérature scientifique? Exactement l'inverse. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui perdent du poids plus rapidement, avec un follow-up de 1 an, 2 ans, ont moins de chances de reprendre le poids perdu parce que ça motive. Ça motive. Et alors, les gens qui vont peut-être écouter ce podcast vont dire, oui, Vassilis a dit qu'il fallait perdre du poids le plus rapidement possible. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est une possibilité. Ok, top. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Vassilis Iliopoulos, nutritionniste certifié spécialisé dans la perte de poids. Vassilis, merci d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Salut Sean, et un honneur d'être dans ton podcast. Alors, merci à toi. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de ton parcours professionnel et de ce que tu fais actuellement? Oui, alors, donc comme tu l'as dit, je suis nutritionniste certifié par Mac Nutrition Uni, qui a un cursus evidence-based en Angleterre. Et je suis actuellement étudiant en master en sciences nutritionnelles à l'université de Middlesex à Londres. Et mon travail, je peux le réunir en deux parties. Donc, j'ai commencé vraiment dans le coaching one-to-one. Donc, ça pouvait être des coachings, beaucoup de perte de poids parce que c'est majoritairement les personnes, beaucoup de femmes qui venaient me voir pour perdre du poids. Beaucoup d'athlètes d'endurance aussi parce que dans ma région, il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par l'endurance. Donc, je travaille au sein d'un cabinet avec des ostéopathes, des kinés, etc. Et petit à petit, je me suis dirigé vers le côté formateur, vulgarisation scientifique. J'ai vraiment aimé ce côté-là, le côté conférencier. C'est vraiment ce côté-là qui m'a le plus plu plutôt que le coaching one-to-one. Mais je veux dire, je fais encore des coachings personnalisés. Ouais. C'est plus une grosse partie de mon travail, mais ça en fait toujours partie. Donc, c'est ces deux côtés-là, côté coaching one-to-one, côté vulgarisation scientifique, formation, conférence, et le côté étudiant qui prend une grosse partie de mon temps également. Ouais, comment tu t'organises et tu répartis ton temps avec toutes ces choses que tu fais actuellement? Alors, ça va toujours dépendre. Donc, typiquement, j'ai des journées où je vais travailler principalement au cabinet. Donc, typiquement, 2 jours et demi par semaine où je vais recevoir des personnes au cabinet. Je fais encore quelques coachings en ligne. En fait, c'est juste mes anciens clients qui étaient les plus sérieux parce que j'ai vite remarqué en fait que les personnes sont beaucoup moins sérieuses quand ils ne doivent pas rendre des comptes en vrai. Et c'est pour ça que j'ai décidé de réduire le nombre de clients que j'avais online parce que je trouve que ce côté-là donne moins de résultats. Alors, ce n'est pas de la faute d'une personne ou de l'autre, c'est juste le côté psychologique. Je dois rendre des comptes à la personne et donc ça donne plus de résultats. Donc, ça fait deux journées où je travaille principalement au cabinet. Je prévois des conférences, ça va dépendre. Donc, par exemple, là, en septembre, je vais faire pas mal de conférences parce que typiquement, en septembre, c'est là où les personnes vont commencer les bonnes résolutions. Et puis, l'idée, c'est qu'elles commencent les choses de la meilleure manière possible et en comprenant les choses. Donc là, en septembre, je vais faire pas mal de conférences. Ce sera une grosse partie de mon travail. Et puis, au fur et à mesure, je vais plus aller sur le côté études, particulièrement quand je vais avoir des examens, etc. Mais voilà, ça va varier vraiment en fonction des périodes. Peut-être pour revenir un petit peu sur ce que tu as mentionné par rapport aux clients avec qui tu travailles en ligne, quels sont les atouts, les attributs de ceux qui arrivent à faire ce protocole en ligne et qui arrivent à en tirer des résultats peut-être pour les gens qui sont intéressés à faire quelque chose comme ça ou qui travaillent actuellement avec un coach en ligne et qui veulent avoir les meilleurs résultats possibles, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour y arriver justement? Ok, donc l'idée c'est que tes clients soient éduqués dans le sens où ils comprennent les choses. Et par exemple, ce qui va se passer, c'est que
on va mettre quelqu'un en déficit calorique, donc dans une phase de perte de poids. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple, elle va avoir une invitation quelconque, elle va manger à un restaurant chinois, on va dire le truc bien salé, bien calorique, bien en sauce, etc. Et ce qui va se passer, c'est que le lendemain, elle va faire 1 kilo, parfois 2 kilos de plus sur la balance. Il y a la rétention d'eau, un peu plus de glycogène. Pas 1 kilo ou 2 kilos de gras en une journée, c'est pratiquement impossible. Ouais. Et si la personne n'est pas au courant de ces mécanismes, si elle n'a pas quelqu'un pour l'éduquer à ce niveau-là, elle peut se dire, bon, ben, en fait, le régime, il ne fonctionne pas, et puis le déficit calorique, ça ne sert à rien. Bon, ben, je vais aller voir ce gourou qui a dit qu'il fallait juste manger sans gluten. Et c'est problématique. Donc, c'est vraiment éduquer les personnes à ce qu'elles comprennent, les soutenir au quotidien. Ouais. Et tout le monde n'est pas extrémiste, tout le monde n'est pas bodybuilder de compétition, c'est-à-dire il faut les soutenir au quotidien dans leur vie. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ils vont avoir 3 jours où ils ne vont pas pouvoir tenir leur diète à 100%, leur macro à 100%, et ben, c'est un petit peu les guider dans le sens à quoi faire pendant cette période, quoi faire après cette période. Et je pense que c'est vraiment la clé de la réussite pour la plupart des personnes qui ne sont pas des personnes qui vont être à 100% dans un objectif pour faire de la compétition ou des photos ou qui gagnent de l'argent par rapport à leur physique. Parce que c'est clair que si tu as des milliers d'abonnés sur Instagram et que tu prends 5% de graisse et que tu fais des photos, tu risques de perdre des abonnés. Et si c'est avec ça que tu gagnes de l'argent, ça pose problème. Donc, tu n'as peut-être pas envie d'en arriver là. Mais ce n'est Ouais. pas la majorité des personnes. Ouais, c'est intéressant. On parlait de ça avec Guillaume Guillou hier sur le podcast. L'idée de responsabiliser ses clients, l'idée d'éduquer ses clients, comme tu as dit, de les guider, tu as utilisé ce mot aussi, plutôt que simplement leur donner exactement quoi faire tout le temps, faire en sorte que eux-mêmes puissent avoir un petit peu de jugeote aussi et se dire, voilà, si je fais ça aujourd'hui, je sais que je dois ajuster ça demain, ou au moins dans un premier temps que toi, tu puisses leur donner ces informations-là, mais que à l'avenir, eux, ils puissent le faire par eux-mêmes aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Et c'est pour ça que pour moi, euh, le coaching bon marché est problématique parce que typiquement, c'est quelque chose qui va prendre du temps pour le praticien. C'est quelque chose qui va prendre du temps d'éduquer ses clients. Et bon, c'est facile aussi de prendre pas beaucoup de temps et faire un plan tout fait et puis de donner un plan et puis débrouille-toi. Mais la personne n'est pas éduquée. Et si la personne est dans le monde réel, ça ne fonctionne pas. Quelles ont été tes influences principales au cours de ta carrière? Ok, intéressant. C'est-à-dire qu'il y a eu deux côtés d'influence principale. Donc, j'ai vite, en fait, si tu veux, j'ai commencé, je me suis intéressé à la nutrition pour le côté activité physique. En fait, j'étais compétiteur en sport de combat. Donc, Mhm, c'était avant d'être compétiteur, mais j'étais passionné de sport de combat, de boxe anglaise. mhm. Et donc, je me suis intéressé à la nutrition parce que je voulais améliorer mes performances et tout ce que je pouvais faire pour améliorer mes performances, je l'aurais fait à l'époque. Donc, bah, la nutrition, ça passe par la nutrition parce que c'est super important. Et c'était aussi par la suite pour la perte de poids, tu sais, pour les différentes catégories de Ouais. poids, d'essayer de descendre dans la catégorie de poids idéale, etc. Donc, si tu veux, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde à chercher sur Internet et je suis tombé sur des trucs de bro science, tu vois, au début. Donc, j'ai un petit peu essayé toutes les bêtises qui sont passées. Et puis, je suis tombé sur le côté evidence-based de la perte de poids avec la découverte de Lyle McDonald, qui est un expert en perte de poids aux États-Unis. Ouais. Et donc là, ça a vraiment fait avancer un petit peu mes connaissances. Je suis devenu un petit peu ce qu'on appelle un PubMed warrior. Tu vois, j'étais un petit peu sur PubMed et puis chercher, j'étais un petit peu comme ça. Euh, donc ça, c'était ma première vraiment influence. C'était le côté perte de poids, Lyle McDonald, evidence-based. Ouais. Et puis, plus récemment, je pense que c'était vers 2016, quelque chose comme ça, j'ai découvert Chris Masterjohn, donc Mhm. docteur Chris Masterjohn,
qui va avoir parfois des théories donc, qui sont plus controversées, tout en ayant une explication mécaniste qui tient tout à fait la route avec le côté biochimie, le côté biologie moléculaire, etc. Et je me suis vraiment intéressé à ce côté-là. Et j'ai vraiment fouillé ce côté-là. Et puis, à l'heure actuelle, c'est un petit peu faire ma propre compréhension de tout ça. Avec ces deux approches, sans vouloir dire je suis pro Chris Master John, je suis pro evidence-based, c'est un peu faire ma propre approche au milieu de tout ça. Quel conseil tu pourrais donner aux gens justement dans cette approche de créer ton propre modèle, ta propre compréhension des choses et de pouvoir aller voir des gens? Tu as parlé de Larry McDonald, tu as parlé de Chris Masterjohn, donc aller vers ces gens-là et pouvoir apprendre au travers de ce qu'ils présentent et de ce dont ils parlent, sans pour autant te dire, comme tu as dit, je fais partie de ce clan-là, je fais partie de ce clan-là, et pouvoir faire la part des choses dans le sens où on peut tirer des bonnes idées de tout le monde, et on ne doit pas nécessairement être d'accord avec exactement tout ce que quelqu'un dit pour les respecter ou pour suivre ce qu'ils disent. Donc, comment toi, tu fais la part des choses là-dedans? Alors, il y a une chose qui est super importante, c'est que je déteste le terme modération. Pourquoi je déteste le terme modération? Parce que c'est utilisé à tout va, un petit peu de tout, et puis un peu de trop est nocif. Bien sûr, on sait que même si on boit trop d'eau, c'est nocif, mais c'est relatif. C'est-à-dire que bien sûr, si tu bois 5, 6, 7 litres d'eau, c'est nocif. Mais voilà, c'est très, très relatif le terme modération. Par Mhm. contre, j'adore le terme contexte. Mhm. J'adore ce terme-là parce qu'il y a des choses qui vont être positives dans un contexte déterminé et mauvaises dans un autre contexte. On en parlera sur plein de choses. Et donc, c'est vraiment mettre les choses en contexte. Et je pense vraiment que si quelqu'un dit que, on en parlera tout à l'heure, mais par exemple que les graisses saturées sont forcément mauvaises ou bonnes, ça manque de contexte Mhm. parce qu'elles peuvent être bonnes dans un contexte déterminé, sportif, pas de surplus calorique, etc. Alors que en surplus calorique, on sait par exemple que c'est le nutriment qui va engendrer le plus d'accumulation de graisse hépatique. On a ça sur des données d'intervention. De manière observationnelle, on voit aussi que on a une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire avec les graisses saturées, mais c'est d'observation. C'est-à-dire que quand on analyse une population, ce n'est pas une niche de sportifs. Mes followers d'Instagram qui sont particulièrement des sportifs du milieu du fitness. Donc, on en parlera. C'est très important, c'est le contexte. Quelles sont les plus grosses erreurs que tu as commises à tes débuts comme nutritionniste? Euh, Comme nutritionniste ou plutôt comme pour moi dans mes diètes principalement. Je pense que c'est plus intéressant qu'on parle pour moi dans ce que j'ai fait au niveau de mes diètes parce qu'il y a une expérience qui est assez intéressante. Allons avec ça Euh, alors. ouais. C'est que si tu veux, quand j'étais athlète compétiteur, je voulais toujours être très, très sec, mais très, très sec. Donc, en dessous de 10% de masse grasse et puis toute l'année. Et c'était pour deux raisons. Donc, la première raison, c'était être dans la catégorie des moins de 75 kg, 75 kg pour les Français. Et la deuxième raison, c'était simplement pour avoir le six-pack toute l'année. Et le problème, c'est que si tu n'es pas fait génétiquement pour être en dessous de moins de 10% de masse grasse Mhm. toute l'année, ça pose problème au niveau de tes performances. Et on a plusieurs notions qui sont intéressantes. La première notion, c'est la notion de body fat set point. Donc, par exemple, une expérience qui est très, très intéressante, qui n'a pas été reproduite parce qu'il y aurait des problèmes au niveau du comité d'éthique actuellement, c'est l'expérience du Minnesota qui a été faite dans les années 50, Mhm. où on a littéralement affamé des gens pour voir les effets physiologiques et psychologiques de la famine. Et donc, typiquement, c'est clair qu'ils ont tous perdu du poids. Donc, c'est un peu l'étude qui dit que le mode famine, où il y a certaines personnes qui disent oh, je mange 500 calories par jour et je ne perds pas de poids. Ça n'existe pas.
ça n'existe pas cette histoire de mode famine. Par contre, ce qu'on sait c'est qu'il y a des conséquences physiologiques et psychologiques de la famine. Et par exemple, on sait que toutes ces personnes ont repris le poids à la fin de l'expérience. Pourquoi? Parce que si tu veux, on a cette notion de body fat set point. Donc, quand on descend beaucoup en pourcentage de graisse, on va avoir une diminution de la leptine qui va créer une augmentation de l'appétit. On va avoir une diminution de certaines hormones comme la testostérone. En fait, tout ce qui n'est pas essentiel va être régulé un petit peu à la baisse. Mmh. L'appétit va augmenter pour essayer de te faire remonter à ton set point. Et tu peux toujours lutter contre. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui arrivent à lutter contre, hein, certainement sur Instagram, et puis ils mangent 2 kilos de riz de chou-fleur par jour, et puis ils arrivent à se remplir le ventre, et ils ne sont pas en pleine forme, mais ça fonctionne. Mais ce n'est pas la meilleure approche pour la performance. Par contre, si tu gagnes de l'argent sur Instagram grâce à ça, beaucoup d'argent, je le ferai. Mais alors, quand l'idée principale pour moi, c'était la compétition, c'était peut-être pas une bonne idée. Et à l'inverse, si, comme ça, on le voit très bien dans les études d'intervention d'overfeeding, c'est que quand on oblige les gens à manger plus, c'est que après l'étude, l'appétit est régulé à la baisse, ils bougent plus, donc le NEAT est augmenté et ils retrouvent leur poids normal après l'étude. Donc ça, c'est cette notion de body fat set point, c'est génétique, physiologique, et c'est difficile d'aller contre, c'est toujours possible. Maintenant, on a cette notion, cette deuxième notion, qui est la notion de body fat settling point. Donc maintenant, on a une personne, donc typiquement sédentaire, travail de bureau, et qui est environ à 20% de masse grasse. Et par exemple, ce qui va se passer, c'est que il va décider de commencer un coaching et puis c'est un bon coach evidence-based qui lui dit, voilà, tu vas commencer l'entraînement en résistance 2 fois par semaine, tu vas faire quelques petits changements, tu vas mettre plus de légumes, tu vas dormir 1 heure de plus. Et ces petits changements, au fil du temps, vont lui faire descendre de 20 à 15% de masse grasse. Et tant qu'il va avoir ces changements environnementaux, il va pouvoir conserver facilement ces 15% de masse grasse. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que si tu changes ton environnement et que tu le mets devant un buffet à volonté tous les jours, il va facilement revenir à ces 20%, voire aller un petit peu plus haut. Donc ça, c'est la notion environnementale. Maintenant, on reprend le fait qu'il soit à 15% de masse grasse grâce à ces petits changements environnementaux et il va se dire, bon, ben là, j'ai envie de pousser le body fat, je vais faire une sèche extrême pour aller en vacances. Et il va descendre sous 10% de masse grasse parce qu'il va faire plus attention à ses calories, il va compter la moindre chose, etc. Il va augmenter son entraînement. Et ces 10% de masse grasse, il va les atteindre. Mais le problème, c'est que là, on revient sur la génétique. Donc, le body fat set point va reprendre le dessus et il va pouvoir maintenir ces 10%, mais son métabolisme va être à la baisse, son appétit va être à la hausse, ses performances vont être à la baisse parce que sa testostérone et d'autres hormones vont diminuer. Donc, c'est un petit peu, pour la majorité des gens, trouver un équilibre entre génétique et environnement. Et moi, c'était un petit peu l'extrême où je voulais toujours être très, très sec. Alors, probablement que ma génétique ne m'autorisait pas à être sous 10% de masse grasse toute l'année. Ouais, et donc, mes performances suivaient pas comme elles le devaient. Ouais, c'est intéressant que tu parles de, justement, comme tu as dit, si tu descends trop bas, trop vite, ensuite tu as cet effet rebond parce que le corps, il cherche en permanence l'homéostasie, il veut juste rester là où il est, là où c'est confortable. Et donc, si tu es habitué à être à 20, tu descends et que tu ne prends pas le temps de solidifier ses habitudes et cette nouvelle composition et ce nouveau baseline, si on veut, le corps, il va vouloir remonter. Je me rappelle, ayant lu deux, trois ouvrages de Renaissance Periodization, je ne sais pas si tu es familier avec leur travail. Oui, bien sûr. Où ils parlent justement de périodiser
le protocole alimentaire dans le sens où si tu fais 3 mois entre guillemets, de sèche ou de perte de masse graisseuse, ensuite, tu veux un palier de maintenance pour solidifier les choses là où tu es sur ton nouvel acquis, on dira, avant de soit continuer à descendre, soit essayer de prendre de la masse musculaire, histoire de ne pas tout faire en même temps, un petit peu comme on pourrait faire un parallèle presque, un parallèle léger avec l'entraînement où on a certains objectifs sur certains laps de temps. Est-ce que tu travailles aussi avec ces idées-là? Alors, c'est quelque chose qui est justement assez controversé. Ok, Et c'est quelque chose que j'ai fait, dont j'ai fait une publication et qui était très, très controversée parce que tu parles de perdre vite. Et en fait, les adaptations métaboliques, elles sont liées à la perte de poids. Ça, ouais, c'est clair et net. ouais, La vitesse de perte de poids ne va pas tellement changer les adaptations métaboliques. Donc, d'accord. tu sais, j'ai fait un post en disant que, parce que tu vois, tu as toutes ces personnes non evidence-based qui sont là. Euh, oui, tu dois faire un déficit de moins 200 calories ou moins 100 calories pour ne pas choquer ton corps et ne pas créer des adaptations métaboliques. Waouh! En fait, c'est pas tellement ça la vérité. C'est si tu perds beaucoup de poids, tu as des adaptations métaboliques. Et les adaptations métaboliques, elles sont relatives à la quantité de poids perdu et pas à la vitesse de perte de poids. Donc, j'avais fait une publication. Et tu sais, ces personnes que je peux appeler, et j'ai été ce que je peux appeler un idiot bien intentionné. Parce que on, j'ai cru aussi que la vitesse de perte de poids allait influencer la diminution des hormones thyroïdiennes, la diminution de la lipide. Non, c'est juste que c'est la quantité de poids total perdu qui va faire que tu vas avoir des adaptations métaboliques ou non. Et par exemple, tu as plusieurs hypothèses qui suggèrent que si tu perds du poids plus vite, tu vas perdre plus de masse musculaire, que tu vas créer plus d'adaptations métaboliques, que tu vas reprendre plus de poids et même un petit peu plus. Et donc, toutes ces personnes dont j'ai fait cette publication étaient genre là, euh, tu vas détruire la santé des gens, etc. Montre-moi ce que la recherche dit. Et la recherche dit, qu'est-ce qu'elle dit, la littérature scientifique? Exactement l'inverse. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui perdent du poids plus rapidement, avec un follow-up de 1 an, 2 ans, ont moins de chances de reprendre le poids perdu parce que ça motive. Ça motive. Et alors, les gens qui vont peut-être écouter ce podcast vont dire, oui, Vassili, ça dit qu'il fallait perdre du poids le plus rapidement possible. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est une possibilité. Ça dépend C'est une encore une fois possibilité. du contexte, comme tu as dit avant. Voilà, Si quelqu'un a 30 kilos à perdre, ça vaut peut-être le coup de faire un gros pas en avant dès le début, comme tu as dit, parce que psychologiquement, quand tu sais que tu as 30 kilos à perdre et puis que dans les exactement. quelques premières semaines, tu peux en perdre plusieurs déjà, ça lance la machine. Alors que si tu dis à cette personne, bah, on va perdre un demi-kilo par semaine pendant 60 semaines, c'est pas la même perspective au niveau psychologique. Exactement. Et tu sais, quand je dis que c'est absolument pas pour tout le monde, est-ce que c'est pour les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire? Non, c'est absolument pas pour eux. Mais est-ce que ça peut être une option pour des personnes qui veulent lancer des progrès, qui veulent voir des progrès rapidement? Personnellement, je n'aime pas être en déficit calorique. Mhm. Que ce soit moins 200 calories, moins 400 ou moins 800 calories, je n'aime pas être en déficit calorique. Donc, je préfère que ça se passe le plus rapidement possible. Et pour revenir à la maintenance rapidement. Et donc, tu sais, l'idée que, par exemple, on perd plus de masse musculaire avec un déficit calorique prononcé. Mhm. C'est vrai pour une petite partie de la population. Donc, on a les données, par exemple, de Seymour Alpert, disant qu'il y a une limite à laquelle tu peux utiliser du tissu adipeux pour fournir de l'énergie. Mais quand tu as quelqu'un qui a 20% de masse grasse, même 15% de masse grasse, c'est large. Et en dessous de 15% de masse grasse, tu as plus de risques de perdre de la masse musculaire. Donc, pour
cette catégorie de personnes qui est juste une niche de quelques personnes, peut-être dans mes followers Instagram, ça représente même pas un dixième, qui est entre 15 et 10% de masse grasse, oui, la perte de poids lente est plus intéressante, mais ce n'est pas pour la majorité des personnes qui risquent de perdre de la masse musculaire. Et tu sais, le problème, c'est que dans les études, on va te montrer, OK, on a un déficit de 1000 calories contre 500 calories et le groupe 1000 calories a perdu de plus de lean body mass, masse maigre. Le problème, c'est que quand on parle de lean body mass, ce n'est pas forcément du muscle. Le glycogène, c'est lean body mass. Et donc, bien sûr que par exemple, si on a mis moins 1000 calories en supprimant plus de glucides, on va avoir moins de lean body mass. Mais ça ne veut pas dire que la personne a perdu du muscle. Ça veut dire que l'analyse DEXA a dit qu'elle avait perdu plus de lean body mass, qui veut dire qu'elle a perdu plus de glycogène. Mais dans la littérature, il n'y a rien qui dit, voilà, les personnes qui font un déficit calorique important et qui sont, par exemple, qui veulent par exemple descendre de 20 à 15% de masse grasse, à partir du moment où on a suffisamment de protéines, et encore, c'est-à-dire que, par exemple, on a cette étude qui est extrêmement intéressante, qui est, je me rappelle plus des noms, ah oui, je me rappelle le nom des auteurs, c'est Long Lang, pour ceux qui veulent aller voir, qui a comparé un déficit calorique de moins 40%, donc ce qui fait que s'il y a quelqu'un une maintenance, par exemple à 2000 calories, ça fait qu'il fait sa diète à 1200 calories. Donc il y a un déficit important, moins 800 calories. Avec entraînement en résistance chez des personnes déjà entraînées. Donc, on ne vient pas me dire, oui, c'était des débutants, etc. Alors, on avait un groupe à 2,4 grammes de protéines par poids de corps. Ce groupe-là a gagné du muscle à 1200 calories, moins 40%. Ce n'était pas exactement 1200, mais moins 40% de déficit. Et le groupe contrôle à 1,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps a maintenu le muscle. Et 1,2 grammes de protéines par poids de corps, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à atteindre. Alors, je ne dis pas qu'il faut manger 1,2 grammes de protéines par kilo. Je dis que c'est difficile de perdre de la masse musculaire à partir du moment où on a un peu d'entraînement en résistance et où on a un apport en protéines adéquat. Et donc, est-ce que ça, c'est ce que tu recommandes en général à tes clients en perte de poids, c'est d'avoir un apport en protéines, on va dire, suffisant, en alliant ça à du travail de résistance, de renforcement musculaire pour justement maintenir cette masse musculaire? Exactement. Et alors, ce qui est intéressant avec cet apport en protéines, c'est quand, par exemple, une personne n'aime pas faire du tracking. Donc, par exemple, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui aime bien rentrer ces choses sur application MyFitnessPal, etc. Et on sait, par exemple, que les protéines, quand on va manger ad libitum, si on augmente l'apport en protéines, sur 24 heures, spontanément, l'apport calorique va diminuer parce qu'on a des données qui montrent que sur un repas, donc de manière aiguë, les protéines augmentent la satiété et aussi sur 24 heures. Donc, les protéines, c'est vraiment intéressant quand quelqu'un, notamment, ne veut pas traquer ses macros. Mais dans tous les cas, comme tu l'as dit, c'est super important pour la rétention de masse maigre. Donc, est-ce que donc, cette idée que les protéines augmentent la satiété, est-ce que c'est le cas avec tous les types de protéines? On parle de protéines animales, protéines végétales également, parce que je sais qu'il y a notamment une différence entre, on va dire, pas le taux d'absorption, mais le potentiel d'absorption de nutriments des protéines animales contre certaines protéines végétales, par exemple. Est-ce que ça a un impact aussi sur la satiété? Est-ce que tu vas avoir le même effet de satiété venant de toutes les protéines, tous les types de protéines différents? non. Donc, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que au plus une protéine va augmenter l'insuline, donc ça, on a des données là-dessus, c'est que c'est assez drôle, d'ailleurs, on ne sait pas expliquer vraiment pourquoi, c'est que l'augmentation de l'insuline après un repas n'est pas forcément corrélée avec la satiété, sauf pour les protéines. Donc, ce qui va se passer, par exemple, la whey va augmenter beaucoup la satiété parce qu'elle est très riche en leucine, elle va augmenter l'insuline, elle va augmenter beaucoup la satiété. Par contre, ce n'est pas vraiment le cas pour le pain blanc, ce genre de choses, tu vois. Mais pour les protéines, c'est très bien l'augmentation de l'insuline liée aux protéines est très bien corrélée avec la satiété.
Donc, est-ce que c'est lié à certains peptides qui augmenteraient l'insuline? La leucine en particulier, l'acide aminé-leucine qui va créerait quelque chose qui augmente la satiété? On ne sait pas encore l'expliquer, mais c'est ce qu'on retrouve dans les données scientifiques. Est-ce que tu pourrais parler d'une ou deux peut-être croyances que tu avais au début dans ta carrière comme nutritionniste, que tu as changé au fur et à mesure avec tes recherches, tes trouvailles, tes expériences? Ok. Donc, on a parlé de la perte de poids. Donc, ça, c'était quelque chose que je croyais. Donc, comme j'ai dit, j'étais un idiot bien intentionné, c'est-à-dire que je voulais ne pas faire créer de tort à mes clients d'une certaine manière, alors que rien dans la littérature ne le démontre. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui le croient encore. Donc, alors, d'autres choses, je suis passé probablement, si tu veux, je suis en train d'écrire un livre sur les produits laitiers. Et si tu veux, quand tu écris quelque chose sur un sujet déterminé, tu fouilles un petit peu la littérature, parce que bien sûr, tu ne peux pas fouiller la littérature sur tous les sujets où tu as besoin de 3 vies. Et donc, j'ai vraiment fouillé avec l'écriture du livre sur de la littérature sur les graisses saturées. Et c'est assez intéressant parce que j'étais plutôt pro-graisses saturées. Et pour le coup, je suis devenu plutôt pro-graisses saturées en contexte. Et donc, c'est intéressant parce que quand on regarde les méta-analyses, les dernières méta-analyses qui sont citées, par exemple, par les carnivores, ce genre de problème, oui, les méta-analyses démontrent que l'augmentation de la quantité de graisse saturée est corrélée avec une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit dans certaines méta-analyses de 2020. Et il y a un gros problème. C'est que tu sais, il y a cette histoire de hiérarchie de l'évidence, de la preuve scientifique. Et on a la méta-analyse tout au-dessus. Et en vérité, je vais dire quelque chose d'assez controversé, c'est que ce n'est pas toujours vrai. Et même la plupart du temps, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que est-ce qu'une méta-analyse est supérieure à même une étude prospective cohorte? Pas forcément. Pas forcément si celle-ci n'a pas été bien menée. Et en fonction du sujet, ça va différer. Par exemple, sur les méta-analyses sur les graisses saturées, celle à laquelle je pense qui est assez intéressante de 2020, c'est que quand on regarde, donc comme je t'ai dit, la conclusion des auteurs de la méta-analyse, c'était les graisses saturées sont corrélées avec une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Et donc, nos guidelines, donc nos recommandations nutritionnelles, devraient être changées. OK. Quelqu'un lit la conclusion et puis qu'il est un petit peu biaisé parce qu'il est déjà pro-graisse saturée, j'aurais pu le faire. J'aurais pu ne pas changer mon avis, lire la conclusion et puis balancer la méta-analyse partout sur les réseaux et dire voyez, j'avais raison. Et probablement que la majorité de mes followers n'auraient pas été voir plus loin que ça. Parce que généralement, les personnes lisent la conclusion des études et rien de plus. Et le problème, c'est quand on regarde, donc si tu veux, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, donc là, c'était une méta-analyse d'études prospectives de cohortes. Donc, on analyse des populations et puis on les suit avec des questionnaires pour voir un petit peu voilà, vous consommez combien de graisse combien de viande rouge, etc. Et puis, on fait des statistiques et on corrèle ça avec les maladies cardiovasculaires, par exemple. Et donc, une méta-analyse, c'est une étude d'études. Donc, on va avoir, par exemple, 10, ça peut être 3 ou 20 études. Hein. Et puis, on va faire des statistiques par rapport à toutes ces études et tirer des conclusions. Et tu pourrais croire que, donc, si tu as par exemple 10 études dans la méta-analyse, tu pourrais croire que chaque étude va contribuer au poids statistique à la même ampleur. Donc, ce serait 10%, 10%, 10%. En vérité, ce n'est pas le cas. C'est que chaque étude va avoir une ampleur différente en fonction de la taille des faits, en fonction du nombre de participants, en fonction de plein de facteurs. Et donc Et ça, quand on parle…
pardon de te couper, ça, c'est pas pris en compte dans les méta-analyses. Ils disent pas, voilà, la qualité de cette étude est plus élevée, donc on lui Si. donne. Ah, ils font ça, d'accord, ok. Donc, par exemple, en fonction de la taille des faits, on va avoir une contribution différente de chaque D'accord. étude. Ouais. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette méta-analyse, quand on regarde les études qui ont contribué le plus aux résultats statistiques de la méta-analyse, ce sont des études japonaises. Et si tu veux, dans les études prospectives de cohorte, la méthodologie, c'est comparer des apports hauts, donc haut en graisse saturée par exemple, à bas. Parce qu'il n'y a pas d'exposition nulle à un nutriment. À moins d'être dans un laboratoire, il n'y a pas d'exposition nulle à un nutriment. Et quand on regarde à ces études japonaises, on comparait les taux les plus bas qui étaient à 7 grammes de graisse saturée par jour. Donc 7 grammes de graisse saturée, c'est absolument rien et ça représente probablement la dénutrition. Et les apports les plus hauts étaient à 20 grammes par jour seulement. Ce qui est 20 grammes par jour, ça représente moins de 10% de l'apport calorique journalier. Donc en fait, c'est exactement ce que nos recommandations recommandent. Donc quand on compare 7 grammes à 20 grammes, bien sûr que 20 grammes est corrélé avec moins de risques de maladies cardiovasculaires. Mais si maintenant on comparait 7 à 35 grammes, quel serait le résultat? Et donc, c'est important, le problème de ces méta-analyses, c'est l'hétérogénéité des différentes études avec les poids statistiques différents les différentes études qui vont contribuer avec un poids statistique différent. Et c'est important de regarder les valeurs absolues. Donc, la conclusion, une conclusion plus honnête des auteurs aurait été de dire une alimentation, les graisses saturées dans les normes prescrites par les guidelines diminuent le risque de maladie cardiovasculaire. Et 7 grammes de graisses saturées qui correspondent à une cuillère à café de beurre représentent la dénutrition et augmentent le risque de maladie cardiovasculaire. Ouais. Donc, c'est un petit peu une conclusion biaisée de la part des auteurs. Et après, les personnes qui vont écouter ça vont dire oui, Vassilis est anti-graisse saturée et pense qu'on devrait tous limiter les graisses saturées. Non, c'est contextuel, encore une fois. Mais dans un message lié à la population, tu sais, les guidelines ne sont pas destinés à une niche de personnes Instagram. Donc, est-ce que la majorité des personnes va y gagner à réduire ces graisses saturées donc dans une population où on a un taux de LDL qui est élevé, un surpoids, donc les triglycérides qui sont élevés, qui risquent de causer un remodelage des lipoprotéines, ce genre de choses. Est-ce que ce genre de personne va y gagner à réduire ses graisses saturées? Tout à fait. Est-ce que ça s'adresse à toi et moi qui sommes sportifs? Non, mais c'est contextuel. Ouais, avec ça, on en vient peut-être à un sujet qui moi, m'intéresse énormément, c'est la validité des études scientifiques en nutrition, en sachant que, et tu me corrigeras si j'ai tort, mais pour faire les choses bien, idéalement, il faudrait être en milieu clinique pour pouvoir déterminer ou pouvoir suivre exactement ce que les gens y mangent en termes de quantité, parce qu'on sait, et ça, encore une fois, si je ne me trompe pas, il y a des études qui ont été faites sur la validité des études de cohorte où les gens répondent à des questionnaires en termes de précision de leur rappel en fait de ce qu'ils ont mangé même le jour même ou le jour avant en termes de quantité et ça peut varier assez grandement. Je ne sais plus les chiffres, mais si c'était en tout cas 10 ou 20% de différence entre ce qu'ils ont mangé et ce qu'ils ont mis sur le questionnaire, que ce soit en plus ou en moins en termes de calories par rapport à ce qu'ils avaient mangé. Ce qui, ça, en lui-même, peut avoir un gros impact sur la validité ensuite des datas. Donc, comment est-ce que toi, tu interprètes toutes ces données parce que, encore une fois, déjà peut-être la méthode utilisée en elle-même ne nous permet pas nécessairement de tirer de très bonnes conclusions dû au fait que voilà, la qualité des données est assez basse. Ok, extrêmement intéressant le point que tu abordes, c'est penser, donc c'est peut-être aussi une erreur que j'ai fait à mes débuts, c'est penser que les études randomisées contrôlées
sont toujours supérieures aux études d'observation. Et en vérité, ça ne l'est pas. Et quand on parle de la hiérarchie des preuves scientifiques, le problème, c'est que les personnes prennent ça comme ça parce qu'ils voient que c'est au-dessus sur la pyramide, donc c'est toujours supérieur. Et en vérité, c'est supérieur dans le sens où ça permet de montrer une relation causale entre un effet et un résultat. Plus qu'une étude d'observation, tu vas avoir plus de facteurs confondants. Mais tu as aussi différentes problématiques dans les études d'intervention randomisée contrôlée. C'est que quand on parle… Donc, les études randomisées contrôlées sont extrêmement intéressantes pour les sciences biomédicales. Donc, par exemple, on va avoir un essai de phase 1 pour un nouveau médicament et on va donner ce médicament au même dosage, à un même sous-groupe de personnes avec un placebo qui n'aura pas ce médicament. Et on pourra même faire des méta-analyses qui sont très bonnes parce que ce ne sont pas des études qui seront très, très hétérogènes, tu comprends? Elles auront toujours un petit peu la même méthodologie pour les sciences biomédicales. Par contre, pour les sciences nutritionnelles, c'est un petit peu plus compliqué parce que la première chose, c'est qu'il n'y a pas de placebo pour l'aliment. Parce que s'il y avait vraiment un placebo pour l'aliment, ce serait mettre quelqu'un en carence. Ce serait mettre quelqu'un en carence d'un nutriment. Par exemple, si on teste la complémentation en calcium, par exemple, et on va donner un placebo, dans le groupe d'intervention, on va donner un complément de calcium et dans le groupe contrôle, on va donner le placebo qui est… mais ce n'est pas vraiment un réel placebo parce que la personne n'est pas déficiente en calcium et mettre quelqu'un en déficience en calcium ne serait pas éthique. Ouais. Donc, c'est la première problématique. Et la deuxième problématique, c'est que c'est oublier un petit peu les synergies entre les différents micronutriments. Donc, par exemple, tu peux donner un complément de vitamine D. On va faire une étude sur la complémentation en vitamine D. Le problème, encore une fois, c'est la synergie que tu vas avoir de la vitamine D avec les autres micronutriments. Donc, on sait par exemple que le magnésium va intervenir de manière particulière au niveau du métabolisme de la vitamine D. Et si la personne est déficiente en magnésium, peut-être que tu ne vas pas avoir des résultats statistiquement significatifs sur ton étude. Et la troisième chose, ce qui est parfois fait dans certaines études, c'est qu'on n'a pas le calcul des niveaux de départ dans un instrument. Donc, par exemple, si on regarde la complémentation en oméga 3, par exemple, et qu'on se retrouve avec des résultats qui ne sont pas statistiquement significatifs, mais on ne sait pas que le niveau d'oméga 3 dans les globules rouges était particulièrement élevé avant le début de l'intervention. Donc, c'est problématique. Et de même dans cette même lignée, on peut dire voilà, supplémentation en oméga 3, mais peut-être que même si on n'a pas un œil précis sur la diète de la personne, d'une personne à l'autre, il peut y avoir une grande variance en apport d'oméga 3, peut-être au travers de la nutrition même, ce qui fausserait potentiellement les résultats du fait qu'on ait ajouté de l'oméga 3 en supplément ou pas. Ouais, mais là, quand on parle d'études, je parlais vraiment pour les études, les metabolic words. Donc, on contrôle exactement ce que les gens mangent. Par exemple, on dit qu'ils ont exactement la même alimentation. Et donc, ça, c'est quelque chose où on peut contrôler. Ça c'est clair. Et quel pourcentage des études nutritionnelles sont faites dans un setting comme ça qui permet justement un contrôle précis de tous les apports et aussi un contrôle de l'environnement dans lequel la personne se trouve? Alors, encore une fois, je te dis, ces Metabolic World Studies sont intéressantes. Donc, elles sont chères. Ouais. Elles sont intéressantes. Le problème, c'est que, par définition, elles sont faites à court terme parce que tu ne peux pas mettre quelqu'un en laboratoire pendant 5 ans et contrôler exactement tout ce qu'il va manger. Ouais. Donc, tu ne peux pas analyser les effets des graisses saturées sur le risque de maladie cardiovasculaire. Et en plus de ça, ça ne serait pas éthique.
de dire, voilà, je vais lui faire un overfeeding de graisse saturée et voir si dans 5 ans, il va mourir. Tu Ouais, vois? ouais, bien sûr. Donc, donc, euh, même si on avait plus de metabolic growth, je te dis, ça veut pas dire que les études d'observation sont à mettre de côté. Et ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que on a des conclusions à tirer des études randomisées contrôlées. On a des études on a des conclusions à tirer des études prospectives de cohorte. On a des conclusions à tirer de la recherche mécaniste. Et à partir de tout ça, on peut tirer des conclusions. Donc, on parlait des graisses saturées. On sait que, par exemple, dans les études d'intervention, en surplus calorique, c'est le nutriment qui va augmenter le plus la graisse hépatique, les graisses saturées. On sait qu'en observation, quand on a des études bien menées, on a une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire. On sait de manière mécaniste que c'est le nutriment qui augmente le plus le LDL. On sait de manière mécaniste qu'on connaît les mécanismes de l'artérosclérose. À partir de tout ça, on peut tirer des conclusions. Est-ce qu'à l'échelle d'une population, on doit conseiller les graisses saturées? Non. Non, parce que dans une population qui est en surplus calorique, dans une population qui a un LDL élevé, on ne doit pas les conseiller à une échelle d'une population parce que ce serait peut-être protéger une niche de personnes. Donc, si on voulait protéger si on veut protéger la plupart des personnes et diminuer la mortalité globale, on a tout intérêt à, comme les guidelines le montrent bien, de recommander moins de 10% de l'apport calorique des graisses saturées, sous forme de graisses saturées. Mhm. Mais est-ce que ça veut dire, quand on regarde les mécanismes, est-ce que ça veut dire que les graisses saturées sont mauvaises si chez quelqu'un qui a un LDL dans la norme, qui n'est pas en surplus calorique? Pas forcément. Donc, à partir de tout ça, toute la recherche, on peut tirer des conclusions et on peut contextualiser. C'est peut-être un petit peu pour faire un parallèle sur ce qu'on disait avant en termes de tu suis certaines personnes, tu écoutes ce qu'ils disent, mais tu dois tirer tes propres conclusions de leurs travaux et tu ne dois pas nécessairement prendre à face value exactement tout ce qu'ils disent. Ce serait l'équivalent de dire bah voilà, je lis le titre d'une étude et voilà, ça c'est ma croyance ou c'est ce que je vais tirer de ça sans prendre en compte le contexte et sans prendre en compte le fait que bah, y a pas tout qui est exactement correct. Il y a des méthodes qui sont meilleures que d'autres, mais encore une fois, le contexte doit toujours être impliqué pour tirer les bonnes conclusions. Exactement. Et tu sais, le problème avec croire que les études randomisées contrôlées sont toujours supérieures, tu sais, tu as des personnes qui se disent evidence-based, tu vois, ils ne le sont pas vraiment, ils disent je me base sur les études randomisées contrôlées. Mais par exemple, il n'y a aucune étude randomisée contrôlée qui a montré que la cigarette augmentait le risque de mortalité. Ce ne serait pas éthique, tu vois. Mmh. Donc, c'est les études prospectives de cohorte qui ont pu montrer ça et de dire qu'on doit déconseiller la cigarette à l'échelle de la population, Mmh. tu vois. Ouais. Je voulais revenir sur un Beaucoup point que tu as… d'exemples comme ça. Oui, énormément comme tu as dit, il n'y a pas toujours la réponse dans la littérature scientifique et même s'il y a la réponse, ce n'est pas toujours la bonne réponse à tirer. Pour revenir sur un point que tu as mentionné précédemment, tu as participé dans les sports de combat notamment. Une chose qui m'intéresse, c'est le lien entre la perte de poids. On parle de changement de classe de poids pour certains combats, donc de la perte de poids des fois assez rapide. Le lien entre ça, la déshydratation et les effets sur le cerveau, notamment au niveau du potentiel de commotion derrière. Est-ce que tu as exploré un petit peu dans ces eaux-là? Alors, je n'ai pas exploré ce point particulier Mmh. parce que si tu veux, moi, je me suis toujours passé du cutting. D'accord, ouais. Parce que si tu veux, moi, j'étais en élite amateur et c'est la problématique en élite amateur, qui n'en est pas vraiment une, c'est que la pesée, elle se passe 5, 6 heures avant le début du combat et Ouais. pas comme en professionnel où tu vas avoir 24, 48 heures pour te réhydrater, etc. Donc, j'ai pas vraiment exploré ce côté-là et j'ai pas eu la chance, entre guillemets, de suivre des athlètes de sport de combat à haut niveau. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment exploré, malheureusement.
Et donc mais donc pour ceux qui connaissent pas, quand tu parles de cutting, donc c'est des diètes qui sont très très drastiques pour justement arriver au poids de corps qu'il faut pour passer sur la balance et ensuite espérer que les 24, des fois 48 heures entre la pesée et le combat soient assez pour réalimenter le corps, réhydrater le corps, en sachant qu'il y a la déshydratation a un effet négatif sur le cerveau, dans le sens où on est à plus de risques pour des commotions, mais comme tu as dit, on va pas nécessairement aller plus loin dans ce fil de pensée. Une autre chose dont tu parles pas mal, c'est la nutrition de performance en lien avec les athlètes de sport d'endurance. Donc, pour toi, est-ce que tu peux parler un petit peu de ta vision générale des choses quand on parle de nutrition justement pour les sports de longue durée? Ok, donc ça c'est très très intéressant. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de suivre beaucoup de personnes en endurance parce que dans ma région, la course à pied est un sport qui est très très réputé. Je ne sais pas exactement la raison, mais tout le monde court, veut faire des marathons et c'est Ouais, vraiment un sport qui est réputé. Donc j'ai pu suivre beaucoup de personnes et donc j'ai pu un petit peu fouiller la littérature à ce niveau-là. Et tu sais, il y a ce mythe qu'il faut être fat adapted. Je fais un marathon et je dois être fat adapted. Donc, je dois brûler un maximum de graisse. Et il y a une problématique avec ça. Donc, par exemple, on va te dire tu dois être fat adapted et tu dois faire un régime cétogène pour apprendre à brûler de la graisse parce que dans ton marathon, tu dois brûler de la graisse. Et il y a une grosse problématique avec ça, c'est quand on regarde, par exemple, à l'élite du marathon, on voit que 85%, voire plus, de l'énergie utilisée vient du glucose. Parce que un marathon ne se fait pas, un marathon de haut niveau ne se fait pas à 60% de la VO2 max. ouais. Et c'est un effort qui est intense, même si c'est de longue durée, c'est un effort qui est intense. Donc, est-ce que cette personne a intérêt à être fat adapted? Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, si on parle, j'ai pas suivi des personnes à ce niveau-là, mais si on parle d'ultramarathon, ce genre de choses, euh, oui, peut-être qu'il y a un intérêt à être fat adapted parce que tu peux pas être sur tes petits gels et tes réserves de glycogène pendant des centaines et des centaines de kilomètres. À un moment donné, tu vas devoir avoir recours à tes graisses. Mhm. Maintenant, est-ce que, et donc là, c'est un autre concept, c'est la périodisation des hydrates de carbone. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant et pas pour être fat adapté. Donc, par exemple, on sait que 3 jours, donc on a des études que 3 jours de régime riche en graisse et faible en glucides diminuent l'activité d'une enzyme qui s'appelle la pyruvate deshydrogénase. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop de notions de biochimie, on a notre molécule de glucose qui va être oxydé en pyruvate. Donc, c'est un demi-glucose. Et le pyruvate, il peut soit être catalysé et oxydé en acétyl-CoA et suivre la voie aérobie où on va produire 36 molécules d'ATP, ou suivre la fermentation lactique et créer 2 ATP et du lactate. Alors, et donc, il y a une enzyme clé entre le pyruvate et l'acétyl-CoA, c'est la pyruvate deshydrogénase. Et on sait que 3 jours, il ne faut que 3 jours de régime riche en graisse diminuent l'activité de cette enzyme. Donc, on diminue notre capacité à produire de l'énergie grâce au glucose et on diminue nos performances. Okay. Alors, est-ce que ça veut dire que brûler de la graisse est toujours mauvais? Non. Donc, il y a cette histoire de périodisation des hydrates de carbone qui est intéressante, et pas pour augmenter notre capacité à brûler de la graisse, mais plutôt pour engendrer un procédé qu'on appelle la biogénèse mitochondriale, donc qui est augmenter le nombre de mitochondries qui sont les moteurs de nos cellules au sein de nos cellules, au sein de nos muscles. Et donc la personne pense toujours, je m'entraîne à jeun pour augmenter ma capacité à brûler de la graisse. En vérité, c'est juste un effet secondaire. Et si on pouvait faire la biogénèse mitochondriale en se passant d'oxyder beaucoup de graisse pour un marathonien de haut niveau, on le ferait. On le ferait. Donc, c'est toujours trouver le compromis dans tout ça. Donc, comme je t'ai dit, 3 jours
dans les études suffit pour diminuer de manière significative l'activité de l'enzyme pyruvate déshydrogénase. Donc, on a cette périodisation qui fait qu'on va s'entraîner à glycogène bas. Et à côté de ça, on va s'entraîner avec beaucoup de disponibilité en glucose sur les entraînements intensifs pour garder nos capacités glycolytiques. Et quand on parle à glycogène bas, on pense toujours entraînement à jeun. Et c'est très, très réputé dans le milieu des sports en endurance. Et maintenant, je vais donner un exemple. C'est que, par exemple, je vais faire un entraînement ce soir et je vais manger 500 grammes de pâtes. Je vais remplir mes réserves de glycogène musculaire et demain, je vais courir à jeun. Est-ce que j'ai stressé la machine et que je vais engendrer la biogénèse mitochondriale? Pas tellement. Parce que même si mes réserves de glycogène hépatique seront à plat, j'ai mes réserves de glycogène musculaire qui sont à bloc. Maintenant, autre exemple, c'est que je vais m'entraîner à haute intensité avec beaucoup de disponibilité en glucose ce soir. Et après mon entraînement, je ne vais pas manger de glucides. Et demain matin, je vais faire une séance à basse intensité d'endurance où j'aurais mangé peut-être des protéines avant l'entraînement. Je vais stresser la machine, engendrer plus de biogénèse mitochondriale. Donc, ce n'est pas forcément à jeun, c'est entraînement à glycogène bas qui est intéressant et pas pour brûler un maximum de graisse, c'est pour créer la biogénèse mitochondriale, augmenter l'expression de certaines gènes qui vont augmenter le transport du glucose, ce genre de choses. Mais est-ce qu'on arrive à tirer des conclusions comme dire s'entraîner avec on va dire, une disponibilité de glycogène qui est basse, dans le sens où on sait que le glycogène, il est resynthétisé par la glycogénèse, donc le glucose se tourne en glycogène pour refaire les stocks de glycogène. Le glucose, à son tour, peut être synthétisé, que ce soit, si je ne me trompe pas, au travers de la protéine même, ou même au travers du lactate, au travers du foie, si je ne me trompe pas. Et donc, on a toujours cet équilibre, en fait. Donc, est-ce que vraiment on se trouve, entre guillemets, en déficit de glycogène, ou est-ce qu'on n'a pas vraiment d'impact direct sur cette machinerie, vu que c'est un système homéostatique, si c'est le bon terme, qui va s'auto-réguler, et s'il manque du glycogène, soit on va prendre du glucose pour refaire du glycogène, ensuite, s'il manque du glucose, on va en refaire par les autres biais, etc. Alors, c'est homéostatique, mais pas exactement au point auquel tu parles. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais faire, je conseille pas ça, hein. Si je vais faire maintenant un régime PSMF, ce qu'on appelle Protein Spirit Modified Dieting, donc typiquement ne manger quasiment que des protéines par jour. Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une partie des acides aminés qui va servir à faire du glucose pour maintenir un taux de glucose sanguin minimum et aussi au début pour alimenter mon cerveau. Maintenant, est-ce que mes muscles vont devenir un petit peu résistants à l'insuline pour protéger mon cerveau et pour maintenir ce taux de glucose sanguin? Oui. Donc, est-ce que j'aurai un taux de glucose sanguin à zéro? Non. Est-ce que je vais oxyder autant de glucose que si j'avais fait une diète high carb? Non. Donc, oui, il y a ce mécanisme d'homéostasie qui se met en place. Maintenant, on ne va pas resynthétiser du glycogène et on ne va pas oxyder un maximum de glucose. C'est un minimum qui se fait. Je ne suis pas en train du tout de dire qu'il faut le faire. Comme je ne suis pas en train de dire qu'il faut éviter les graisses saturées, je ne suis pas du tout en train de dire tout ça. Je dis que c'est des choses qui sont possibles à mettre en place en fonction du contexte. Et le PSMF, ce n'est pas du tout quelque chose que je conseille. C'était juste pour donner un exemple, hein. Bien sûr. On a parlé un petit peu des compléments alimentaires au travers de notre discussion sur les différentes études scientifiques qui ont été faites. Est-ce que, à ton avis, en 2020, on met un petit peu trop d'importance sur le rôle des compléments alimentaires dans la nutrition en général? Est-ce que tu penses qu'on devrait se focaliser plus sur l'apport nutritionnel, on va dire, de base? Quelle est ta vision là-dessus?
Alors, ça dépend. C'est-à-dire que en fonction des patterns alimentaires, on va avoir parfois besoin de compléments alimentaires. Donc, par exemple, c'est simple, hein, toute personne qui sait qu'il fait un régime vegan, il sait qu'il va avoir besoin de vitamine B12. Il sait qu'il va peut-être avoir besoin de vitamine A. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça va dépendre un petit peu des personnes et des polymorphismes génétiques. Une personne qui fait un régime paléo, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'il va consommer beaucoup d'acides aminés soufrés. Mais comme il va supprimer toute une partie d'une catégorie alimentaire qui sont les légumineuses, qui sont riches en molybdène, si tu veux, la consommation d'acides aminés soufrés va augmenter nos besoins en molybdène parce qu'elle est nécessaire à la conversion des sulfites en sulfate. Okay. Donc, c'est problématique. Et pourquoi pas à ce moment-là que la personne aurait besoin d'un supplément, tu vois? Donc, en fonction des patterns alimentaires, on va se retrouver avec un besoin réel en certains micronutriments. Mhm. Maintenant, est-ce que dans une diète omnivore qui n'exclut aucune catégorie d'aliments, est-ce que la complémentation est nécessaire? Non. Est-ce qu'elle peut être bénéfique? Oui. Est-ce qu'elle peut être pratique? Oui. Donc, pour le côté pratique, je pense généralement, par exemple, au collagène. Mhm. Donc, le collagène est extrêmement intéressant parce que on consomme énormément de viande musculaire et si tu veux, on a des données comme ça sur l'animal qui montrent que l'excès de méthionine, qui est un acide aminé qu'on va retrouver dans la partie musculaire de la viande, Mhm. diminue la longévité, mais qu'on peut le compenser avec un apport en glycine qui se retrouve dans le collagène. Le problème, c'est que personne ne passe son temps à faire des bouillons, etc. Donc, la complémentation en collagène ou en glycine est très, très pratique. Mhm. Et de la même manière, tu sais, une personne, particulièrement, tu sais, j'ai coaché beaucoup de femmes qui ne sont pas très consommation de viande, etc., et qui avaient du mal à atteindre leur apport protéines. Et dans ce cas-là, un shake de protéines peut être intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire, ça veut dire que c'est pratique. C'est pratique, c'est pratique. Et alors, dans quel autre cas ça peut être intéressant? Donc, par exemple, la créatine est extrêmement intéressante. Et tu pourrais me dire, ouais, pourquoi tu ne manges pas de la viande rouge? Tu vas retrouver ta créatine, c'est clair. Mais si tu essayes d'avoir 5 grammes de créatine via la viande rouge, tu seras sur des quantités de viande qui, dans les données épidémiologiques, augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, la complémentation en créatine est intéressante. Donc, c'est contextuel encore une fois. Est-ce que les compléments alimentaires sont nécessaires parfois? Pas toujours. Est-ce qu'ils sont Mhm. bénéfiques? Oui. Très bonne réponse de ta part. Au-delà des sujets qu'on a déjà traités jusqu'ici, qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans le monde de la nutrition et ou de la recherche dans ce domaine? Alors, je m'intéresse beaucoup, particulièrement en ce moment, aux mécanismes qui sont liés à la résistance à l'insuline. Parce que Mhm. tu sais, toujours cette vision un petit peu myope de la nutrition sur certains sujets, et c'est ces sujets qui m'intéressent particulièrement parce que on dit, tu sais, le diabète, la résistance à l'insuline, c'est le glucose, c'est le sucre, le problématique. Mhm. En partie, mais est-ce que c'est le glucose particulièrement qui est problématique? Non, mais on veut toujours trouver un ennemi à quelque chose. Et on sait par exemple que les graisses alimentaires, il y a des facteurs qui sont liés aux graisses alimentaires qui influencent notre résistance à l'insuline. Et par exemple, on a encore un petit peu de temps, je peux Vas-y, finir? vas-y, envoie. Ouais. Donc, par exemple, on a ce concept de body fat threshold qui a été, dont on a parlé la première fois en 2015, je pense, dans une publication de l'Université de Newcastle, qui est en fait, euh, on prend une balance. Donc, tu sais, dans le milieu du fitness, on parle de la balance pour dire on grossit et on maigrit Mhm. en fonction des apports et des dépenses caloriques. Mhm. Là, on va prendre la balance d'une manière un petit peu différente. C'est d'un côté notre apport en énergie. Donc, l'énergie est centrale et on a l'apport énergétique d'un côté, que ce soit le glucose ou les acides gras. Et de l'autre côté, on a notre capacité
à oxyder l'énergie, mais aussi à stocker l'énergie. Mhm. Donc, par exemple, si tu es très sec et que tu dépasses tes capacités à oxyder l'énergie, tu vas pouvoir le stocker. Et ça ne va pas te poser de problème métabolique parce que tu as su stocker l'énergie. Et maintenant, si la balance devient tellement déséquilibrée que tu ne peux plus oxyder l'énergie et tu ne peux plus stocker l'énergie parce que tes adipocytes sont surchargés, tes triglycérides vont augmenter dans le sang, ton glucose va augmenter dans le sang parce que tes cellules vont dire oh stop, je ne peux plus accumuler plus d'énergie. Et donc, la résistance à l'insuline, dans ces cas-là, est juste un mécanisme de défense de l'organisme. Mhm. Et donc, on a ce concept dont je te parlais, qui est le Body Fat Threshold, qui est chaque personne a une capacité à stocker l'énergie. Et c'est pour ça qu'on a des obèses qui ne développent pas de syndrome métabolique parce que les adipocytes ne sont pas totalement surchargés et des personnes qui sont dans un body fat qui est beaucoup plus faible, qui ont un IMC normal, mais qui développent ces syndromes métaboliques. Mais par exemple, si on faisait une IRM, on verrait que ces personnes souffrent de graisse viscérale parce que la graisse ne peut plus se mettre au niveau des adipocytes, donc elle se met dans le foie, elle se met autour du pancréas et ça crée des dysfonctionnements métaboliques et toutes les molécules comme les triglycérides et le glucose montent. Donc, est-ce que le sucre est responsable? Oui, par son apport calorique. Est-ce que les graisses sont responsables? Oui, par leur apport calorique. Mais est-ce que l'un ou l'autre est responsable de ça particulièrement? Pas tellement. Est-ce que le sucre blanc, par exemple, est responsable? Tu sais, quand on regarde la majorité des personnes, bien sûr, ils vont consommer le sucre blanc via les aliments industriels, etc. Et je suis tout à fait d'accord qu'ils ont intérêt à le supprimer. Mais est-ce qu'ils consomment 30 grammes de sucre dans leur café? J'ai jamais vu ça, tu vois. Donc, c'est important de mettre ça en contexte. Et le sucre blanc est probablement mauvais dans le contexte où il est ajouté dans des préparations pour augmenter la savourosité de l'aliment. Ouais, c'est intéressant ce que tu as dit en termes d'apport énergétique et ajouter cette dimension de notre capacité à utiliser cette énergie ou la stocker. Sinon, bah, on a des mécanismes de compensation, comme tu as dit, de protection, d'effet tampon presque. Ça m'a fait penser notamment au lactate, qui est en fait un produit tampon qui permet de temporiser au niveau énergétique et temporel par rapport à ce qui se passe au niveau de la bioénergétique, Exactement. si on veut, au niveau de l'effort. C'est très, très intéressant. Ça me rappelle une anecdote, quelque chose que j'ai entendu venant d'athlètes de CrossFit de très très haut niveau qui parlaient justement en fait, ils doivent entre guillemets apprendre à oxyder les glucides, par exemple, dans le sens où ils peuvent pas du Oui, jour au lendemain passer de 200 grammes de glucides par jour à 600 grammes de glucides par jour. C'est un processus et à un moment donné, il y a des signes qui nous permettent de dire voilà, là j'ai plus trop de capacité à le faire. Que ce soit, enfin, il y a des façons de le remarquer et c'est important de prendre le temps d'arriver à des niveaux très très hauts de consommation de glucides parce qu'il faut pouvoir les utiliser à ces niveaux-là. C'est pas tout de les manger, il faut pouvoir les utiliser correctement. Ça va un petit peu dans le sens de ce que tu as dit, c'est ça? exactement. Et ce qui est important que tu as dit par rapport aux crossfitters, c'est qu'à haute intensité, le crossfit, c'est un sport de haute intensité, on utilise de manière préférentielle le glucose. Et donc ça, on va pas changer la physiologie humaine et puis on va pas dire qu'on utilise les graisses et qu'il faut faire un régime cétogène à haute intensité parce que tu sais, on a toute cette mode un petit peu crossfit paléolithique et puis que les hommes paléolithiques mangeaient 3 noisettes avant de faire un WOD. Bon, voilà. Les mecs qui font du crossfit, il faut pas être sur un régime cétogène, quoi. Je vais passer maintenant à quelques questions qu'on a eues du public. Donc, première question, j'en ai trois pour toi. Première question, Stéphane demande, quelle est la meilleure composition de la flore intestinale et comment peut-elle être atteinte avec la nutrition uniquement? Ok, c'est un sujet qui est particulièrement intéressant parce que c'est un sujet qui est vraiment en pleine recherche. Et je vais parler de quelque chose qui est du coup pas trop controversé.
Le meilleur moyen d'obtenir une bonne flore intestinale, donc d'un côté, on sait que par exemple, les fibres solubles vont être fermentées au niveau des bactéries du côlon et créer des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, Mhm. qui ont des effets anti-inflammatoires. Donc, j'aime pas le terme anti-inflammatoire parce que c'est un petit peu utilisé à tout va, mais on va dire ça pour aujourd'hui. Et d'un autre côté, on sait que les protéines vont développer ce qu'on appelle la flore de putréfaction, qui va créer des métabolites qui sont toxiques et cancérigènes. Et donc, encore une fois, la réaction première des personnes, c'est dire on élimine les protéines et on va manger plus que des fruits et légumes. Mhm. Et c'est ridicule parce que les protéines, elles sont nécessaires aussi à beaucoup d'autres choses. Mhm. Et on a des données qui montrent que cet effet de putréfaction est compensé à partir du moment où on consomme 30 à 35 grammes, je pense, de fibres par jour. Mhm. Donc, quelle est la principale chose à se dire de tout ça? C'est avoir une alimentation omnivore. Et c'est clair que si on consomme une alimentation carnivore, ça peut créer des dégâts au niveau de la flore intestinale. Et tu sais, je me fais parfois un petit peu du souci pour les personnes qui ont une alimentation carnivore et qui veulent revenir à quelque chose d'omnivore. Pourquoi? Parce qu'on sait que on a des données sur l'animal, on n'a pas encore de données chez l'humain, qui montrent que quand la flore, une partie de la flore part, elle ne revient jamais dans la même ampleur. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont développé, par exemple, la flore de putréfaction dans une très grande ampleur, qui a pris le dessus sur les bactéries qui pourraient avoir un effet positif. Et comment revenir à quelque chose de plus normal? Donc peut-être que oui, on peut prendre des probiotiques, on peut prendre, avoir une alimentation qui est riche en prébiotiques. Euh, Maintenant, dans quelle ampleur on va pouvoir revenir à un état normal? On ne le sait pas. Sur 10, 15, 20 ans, on ne le sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut tirer de tout ça? C'est d'avoir une alimentation qui est riche en fruits et légumes, ne pas forcément éviter les protéines. Et tu sais, il y a encore le contexte qui vient dans l'idée, c'est que on dit que les fibres, c'est bien. D'accord, les fibres, c'est bien. Donc, on va, et puis, il y a quelqu'un qui va dire, oui, Vassilis a dit que créer des bactéries de fermentation, c'est positif. Donc, je vais plus manger que des fruits et légumes et je vais développer ma flore intestinale en un maximum. Je ne suis pas persuadé que cet extrême est forcément positif non plus. Euh, donc, dans ce cas-là, je dirais alimentation omnivore, consommer au moins 30 grammes de fibres et ne pas forcément en abuser. Et en fonction de ses facultés digestives aussi, c'est-à-dire que si on pète toutes les minutes, je ne pense pas que ce soit un signe positif. Est-ce que ça peut presque être un guide en termes de qualité de digestion? Si on a beaucoup de gaz, beaucoup de flatulence, est-ce que ça veut nécessairement dire qu'il y a quelque chose au niveau digestif qui est pas top? Ouais, c'est jamais bon signe. Alors, Ouais. tu sais, il y a des gens qui disent oh, je fais beaucoup de gaz et puis ils font 5 gaz sur la journée et ils croient qu'ils sont intolérants au lactose. Tu vois ce genre de conneries. Mais c'est clair que si on pète toute la journée et qu'on a mal au ventre, c'est jamais bon signe. Donc, c'est vraiment une jauge qui peut être facilement, on peut facilement moduler son apport en fibres par rapport à ça aussi, hein. Mhm. Deuxième question pour toi, Vassilis. Julie demande pourquoi les sucres simples sont moins engraissants que les amidons? La réponse est que les sucres simples ne sont pas moins engraissants que l'amidon. Donc, en fait, tu sais, on a cette idée que l'insuline, donc je vais essayer de faire très, très bref parce que je pense qu'on dépasse. Où On ça va? dépasse rien, il y a il y a jamais de Ok, créneau. C'est tant que toi, tu as le temps, moi, ok. j'ai le temps. Ok. Alors, il y a toujours cette idée que les sucres simples, par exemple, les sucres simples, on va par exemple prendre les sucres d'un fruit qui est un mélange de glucose et de fructose. Et ils vont stimuler moins l'insuline
que l'équivalent sous forme de glucose. Donc, si on prend 15 grammes de glucose et 15 grammes de fructose, ça va stimuler moins l'insuline que 30 grammes de glucose que tu vas retrouver dans l'amidon en tant que polymère de glucose. Ouais. Donc, par exemple, si tu prends le pain blanc, ça va stimuler plus l'insuline que l'équivalent sous forme de glucides, sous forme de jus de fruits. Pourquoi? À cause parce qu'il y a plus de glucose. Même si le jus de fruits a un goût plus sucré, ce n'est pas ça qui va changer la donne. Et donc, on pense que parce qu'il y a une élévation plus importante de l'insuline, on va avoir plus de risque de prise de gras. Mais en fait, l'insuline, c'est juste une hormone qui va nous dire, qui va signaler qu'on doit oxyder un substrat à un moment T. Donc, par exemple, si tu as beaucoup de glucides à disposition, tu vas oxyder ça à un moment T. Et par exemple, si tu fais l'équivalent sous forme de graisse, tu ne vas pas augmenter ton insuline parce que tu n'auras pas beaucoup de glucides à disposition. Donc, tu vas oxyder plus de graisse. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça ne change pas notre balance énergétique. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, peu importe ce qui s'est passé, c'est ta balance énergétique. Et même si pendant 1 heure après le repas, tu as oxydé plus de glucose, ça ne changera rien. C'est ta balance énergétique sur 24 heures qui va changer. Donc, les sucres simples ou l'amidon ne sont pas plus engraissants l'un que l'autre. Et ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est mauvais. Encore une fois, c'est contextuel. Et je pourrais partir encore sur beaucoup de choses, mais je ne vais pas. On passe du coup à la troisième question. Julien demande, et je cite, crème glacée, jus d'orange, pêche au sirop, index glycémique, on s'en fout, mais le message passé est-il bon pour la majorité des gens? Ok, intéressant. Donc, pour donner un petit peu de contexte, c'est que la première chose, avant toute chose, je suis quelqu'un qui est assez provocateur sur les réseaux. Donc, pour te donner un exemple, je ne sais pas si tu as pu voir passer, c'est que, tu sais, on a ces personnes qui disent « Oh, le jus de céleri va détoxifier ton organisme, soigner du cancer et que sais-je ». Et donc, moi, je suis un petit peu provocateur et puis je mets une canette de Monster et je dis mon jus de céleri. Tu vois, le Monster Energy, mon jus de céleri. Et alors, j'ai des personnes qui m'envoient des messages. Oh, pourquoi le Monster? Qu'est-ce qu'il a de particulier, etc. Et en fait, il n'y a rien de particulier au Monster. C'est qu'il n'est pas forcément bon, il n'est pas forcément mauvais, mais contextuel, encore une fois. C'est-à-dire que c'est clair que si tu prends… tu vois, ces histoires d'édulcorants, etc., c'est un petit peu exagéré. Peut-être que si tu prends 5 canettes de Monster par jour, c'est pas positif, mais bref, très, très exagéré. Et donc, rien de positif ou de négatif dans cette histoire de Monster. Et maintenant, on va partir, par exemple, sur le jus d'orange. Le jus d'orange est extrêmement intéressant parce que dans le milieu francophone, il a fait l'objet d'accusations bizarres de certaines personnes qui sont non evidence-based, dans le genre, oh, le fructose du jus d'orange va tellement passer vite dans ton foie que ça va créer, qui va être directement converti en graisse et ce genre de pseudo-sciences, etc. Ok, alors, donc par exemple, sur le fructose, on a des données intéressantes qui montrent que 150 grammes de fructose, donc ça fait 300 grammes de sucre, 150 grammes de fructose, qui est équivalent à 2 litres de coca, ne cause pas de dysfonctionnement métabolique à la maintenance calorique. Alors, ça ne veut pas dire que je suis en train de conseiller 2 litres de coca, pas du tout, mais juste pour remettre les choses dans leur contexte. Et donc, j'ai essayé d'un petit peu de dédiaboliser ces histoires de jus d'orange. Est-ce que ça veut dire que le jus d'orange est obligatoire? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il est positif pour la majorité de la population? Non. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que la majorité de la population ne devrait pas consommer de calories liquides. Donc, ils auraient tendance à plutôt consommer de l'eau plutôt que des jus d'orange parce qu'ils consomment déjà probablement trop de calories. Donc, conseiller de boire du jus d'orange qui va faire monter les calories sans créer un sentiment de satiété serait ridicule. Maintenant, dans ma niche de personnes Instagram,
euh, je ne pense pas qu'ils soient concernés ou en perte de poids. Et maintenant, si on a, tu sais, j'ai suivi quelqu'un qui était à haut niveau en CrossFit, qui s'appelle Yele Host, donc à haut niveau en CrossFit dans la Belgique. Et quand tu as ce genre de personne qui consomme énormément de calories sur une journée avec 2 entraînements par jour, tu ne vas pas lui dire, euh, par exemple, s'il consomme 500 millilitres de jus d'orange parce qu'il brûle, s'il a une maintenance à 4000 calories par jour et qu'il va consommer 500 millilitres de jus d'orange sur la journée, tu ne vas pas lui dire mange 5 fruits à la place alors qu'il en mange déjà 5 et que ça lui va lui dire de manger 10 fruits par jour et il va avoir mal au ventre pendant ses entraînements, etc. Donc, c'est contextuel. C'est vraiment contextuel. Et il y a aussi vraiment l'importance de cette idée de pensée binaire dans l'alimentation, qu'un aliment est forcément bon et mauvais. Alors que, en vérité, il n'y a qu'un pattern alimentaire qui est bon ou mauvais. C'est-à-dire qu'on parle de la crème glacée, parce qu'on a beaucoup rigolé avec ça. Est-ce que la crème glacée est mauvaise en elle-même à partir du moment où elle contient que du lait, de la crème, du sucre et pas des huiles végétales, pas des gommes bizarres, pas des émulsifiants? Probablement pas. Mais si tu en consommes un pot d'Haagen-Dazs par jour et que ça va te faire monter ton total calorique et tu vas être en surplus, bien sûr qu'elle sera mauvaise, mais ce n'est pas vraiment la crème glacée que tu as mangée, c'est le pattern alimentaire qui a fait que tu as mangé trop de crème glacée. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui devraient éviter la crème glacée parce qu'ils ont tendance à en surconsommer? Tout à fait. Moi, le premier. Je ne consomme pas de crème glacée parce que je sais que c'est un aliment qui est où je suis susceptible d'abuser. Mais par exemple, j'ai une amie qui s'appelle Laurine, une collègue, qui me dit qu'elle met une petite boule de crème glacée dans un verre et qu'elle peut manger 50, une boule de glace et puis remettre, ne pas en abuser. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et c'est clair que si tu as quelqu'un, c'est le genre de personne qui est obèse, en surpoids, etc., ne saura probablement pas le faire et ce n'est pas quelque chose à lui conseiller. C'est pour ça que tu sais, je vais finir sur quelque chose qui est vraiment important, c'est que Oui. les gens, dans leur niche, sont là à dire les recommandations nutritionnelles sont responsables de l'obésité et des maladies. Et tout le monde devrait manger low carb ou low fat ou keto ou que sais-je. Pas du tout. Elles ne sont pas responsables de quoi que ce soit. Elles se basent sur les données épidémiologiques. Est-ce que manger plus de fruits et légumes va créer l'obésité? Non. Est-ce que supprimer les boissons sucrées va créer l'obésité? Non. Est-ce que manger plus de fibres va créer l'obésité? Non. Mais le problème, c'est que personne ne suit les guidelines. Absolument personne. Et les guidelines ne sont pas responsables pour l'implantation de McDonald's de plus en plus dans les régions qui sont les plus pauvres, ce genre de choses. Donc, je pense que blâmer les guidelines est un petit peu facile, mais les gens devraient arrêter de penser que tout le monde est dans leur niche et penser que tout le monde doit être low carb ou que sais-je, ces conneries, quoi. Vassili, je pense que c'était un bon conseil pour terminer cette interview. Je te remercie de ton temps aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux s'ils veulent te suivre? Alors, le plus simple pour me suivre, c'est là où je mets le plus de contenu, c'est sur Instagram. Donc, c'est Vassili-i. Alors, juste pour le détail, comme je t'ai expliqué juste avant, c'est que je m'appelle Vassilis, mais mon nom se décline. Donc, le vocatif de Vassilis, c'est Vassili en grec. Et donc, j'avais mis Vassili à l'époque, c'est resté comme ça. Et voilà. Super, je m'assurerai de mettre ces liens dans la description du podcast pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, merci encore à toi d'avoir partagé toutes tes connaissances aujourd'hui et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Ciao.